Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Et cette semaine, la brigade cinéphile reçoit l'un de ses homologues espagnols de la Guardia Civil, à savoir el señor Nicolas Gili. Comment ça va, Nicolas? Ça va très bien, Raphaël, merci. J'ai bien prononcé, t'es espagnol, je crois, d'origine, toi aussi. Pas du tout, plutôt d'origine italienne. Ouais, mais on est une grande famille. Exactement, les latins. Mais j'ai passé une partie de ma vie en Espagne. Ceci explique cela, mais je te referai revenir pour les carabinieri alors. Voilà, exactement. Alors avant même de commencer, donc je rappelle tout de suite que tu es le rédacteur en chef de l'excellent site furiosa.com, où tu es aussi l'un des auteurs prolifiques de bon nombre d'articles et d'analyses toujours très pertinentes. Donc furiosa.com, c'est vraiment un site de cinéphiles, de passeurs, toujours passionnés, érudits et accessibles. Donc si vous voulez des infos, vraiment c'est sur ce site qu'il faut se diriger tout de suite. Donc une fois de plus, un grand merci à toi d'être là, en fin connaisseur du cinéma espagnol que tu es, et pour évoquer ni plus ni moins selon nous que l'un des meilleurs polars de ces 20 dernières années. C'est quelque chose comme ça, ouais je suis plutôt d'accord. Alors avant d'entamer notre discussion autour du film, c'est la tradition ce début de podcast, on va établir ta photo signalétique en 2 petites questions. La première, très simple, quelle est ta définition d'un bon polar ? Alors écoute, j'ai pas mal réfléchi, je dirais qu'il y aurait une réponse qui serait très terre à terre, c'est-à-dire que c'est un film avec un crime qui serait marquant, une enquête passionnante, intéressante, et des super personnages. Après, je pense que c'est plutôt... il faut qu'il y ait tout ça, parce que sans ça, le polar, il sera mauvais. Mais il faut que ça soit au service d'une histoire qui puisse élever tout ça, qui va remettre en cause un peu nos préétablis moraux, et qui va nous permettre de réfléchir sur la nature humaine, je dirais. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien, un bon polar pour moi, c'est un film qui va m'amener sur un terrain où je l'attendais pas, et qui va un peu me faire vaciller dans mes certitudes. Et deuxième question, un peu plus difficile peut-être, quel est ton polar préféré ? Il y a mon confrère Johan qui avait pris Memories of Murder, donc je peux pas. Sinon, ça serait sûrement lui. Mais je vais faire une réponse peut-être un poil plus originale, tout en restant en Corée. Et là, bon, je dis c'est mon polar, ça sera mon polar préféré, mais au jour d'aujourd'hui, parce que ça se trouve demain, ça sera un autre. Donc aujourd'hui, je dirais que ça serait The Strangers, qui est le 3e film de Na Hong-jin, qu'on avait découvert avec The Chaser, son film de fin d'études. Qui faisait rougir la plupart des réalisateurs de polar et même d'autres genres du monde entier. Donc pour son 3e film, il a fait donc un 3e polar, thriller. C'était un film dont l'intérêt pour moi, au-delà de sa maîtrise à peu près totale, de sa mise en scène, de sa narration, des personnages incroyables, direction d'acteurs incroyable, c'est un film qui se permettait d'aller jouer sur d'autres terrains, qui faisait un mélange des genres, quelque chose qui est assez commun en Asie et en Corée, notamment chez Bong Joon-ho. Mais lui, il faisait vraiment vaciller tout ce qu'on pouvait attendre en fait de son film, en le faisant plonger comme ça dans l'horreur avec ce délire sur les chamans, des gens possédés, il y avait des zombies. Et en fait, il a signé non seulement pour moi le meilleur polar depuis des années et des années, mais en plus probablement le meilleur film d'horreur depuis une éternité. Je me rappelle, je l'avais vu à une séance presse au Festival de Cannes. C'était une grosse baffe et effectivement, c'est presque une expérience, c'est un trip qui part dans tous les sens et on ne sait jamais sur quel pied danser et dans quelle direction ça va aller. Donc, et puis c'est bien parce que la Corée, c'était vraiment un pays qui a, comment dirais-je, redéfini le polar à une époque, une nouvelle vague comme ça de films policiers grâce à la Corée. Et ça fait une belle transition puisque l'Espagne aussi a connu une autre, on va dire une autre nouvelle vague dans le genre polar avec pas mal de films que je pense on évoquera pêle-mêle via ce sujet. Alors du coup, nouvelle affaire, nouvel épisode et on se dirige, vous l'avez compris, du côté de Madrid avec No habrá paz para los malvados. En français, Pas de répit pour les salauds, réalisé donc en 2011 par Enrique Urbizu. Un film qu'on avait reçu un petit peu à l'époque quand même comme un uppercut. Il date de 2011, mais le film était sorti en DVD en 2015. Et effectivement, il avait anticipé comme ça toute cette vague de polar espagnol qui a commencé à déferler chez nous
au milieu des années 2010, avec des films comme La Isla Minima de Alberto Rodriguez, La colère d'un homme passion, réalisé par l'acteur Raúl Arevalo. Je pense aussi à Appel inconnu de Danny de la Torre, par exemple, Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen, enfin plein d'autres. Et personnellement, c'est des films que j'ai eu la chance de découvrir à l'époque au Festival du film policier de Beaune. Et No Habrá Paz para los Malvados était aussi présenté à l'époque à Beaune en 2012. Et le film avait effectivement déjà à l'époque eu une belle petite rumeur qui circulait autour du film. Est-ce que tu pourras nous faire un petit peu le résumé tiens, de l'intrigue? Écoute, je peux essayer. Peut-être pas un résumé de l'intrigue, mais plutôt de comment ça part, on va dire, parce que finalement, pour résumer l'intrigue, c'est compliqué. Oui, le postulat de départ qui est assez prometteur. Voilà. Donc en fait, c'est un type dans un bar, à l'allure, on sait pas trop, il est un peu entre le vieux cow-boy et le manouche, complètement bourré, en train de s'envoyer des rhum coca et de jouer à machine à sous. Un espagnol basique. Peut-être. Écoute, non, mais c'est voilà le gars donc vraiment assez patibulaire, tu vois, et il se fait foutre dehors du bar où il s'est bourré la gueule et il passe devant un putty club, quoi, un bar à pute. Il y va, il se dit qu'il y a de la lumière et qu'il va continuer sa soirée, il va se terminer là-bas. Et une chose en entraînant une autre, il se retrouve à buter 3 personnes. Et puis c'est le début d'une aventure assez étonnante pour ce type. Alors moi, je sais pas toi, mais moi, ce que j'aime dans le cinéma espagnol et surtout dans les polars, dans ces nouveaux polars qu'on a eu la chance de découvrir progressivement, c'est qu'il y a encore, je trouve, tu vois, ces gueules de cinéma à l'ancienne qu'on avait un peu dans le cinéma français et qui a complètement disparu. Je sais pas, t'as qu'à voir n'importe quel film de Alex de la Iglesia, par exemple, pour s'en convaincre. Et autant le dire tout de suite, voilà, José Coronado, qui est l'acteur principal, qui joue ce flic un petit peu borderline, on pourrait dire. Il a vraiment quelque chose, quoi. Il a une gueule comme on n'en fait plus. Alors qu'on pourrait dire, tu vois, en termes d'âge, en termes de carrière, en termes de carrure, ça pourrait être une sorte de Daniel Auteuil, par exemple, espagnol. Mais c'est un acteur qui est très physique, qui a beaucoup basé son jeu sur des transformations. Là, il a vraiment un look, effectivement. Il faut dire ce qu'il y a, il est dégueulasse au début du film, quoi. Et c'est un vrai bonhomme, quoi. Faut pas lui casser les couilles, très bestial, très dur. Et dès le début, je trouve qu'il nous vend, dès la première scène, ce personnage, voilà, immédiatement, il incarne Santos Trinidad. C'est exactement ça, c'est un animal ce mec. C'est un animal. Et au début, pendant de longues minutes, on sait pas du tout que c'est un flic. C'est juste un pochetron, quoi, hein, qui en plus qui a un sale caractère, qui a l'alcool très mauvais. Et c'est vrai que José Coronado, il est incroyable dans ce rôle-là. Et c'est vrai que là, j'aurais pas pensé à Daniel Auteuil, mais t'as raison. D'ailleurs, je regardais parce qu'il a une filmographie qui est longue comme le bras. Et en fait, un de ses premiers rôles majeurs, c'est rigolo, il a joué Francisco Goya jeune dans un film de Carlos Saura, je crois que c'était dans les années 80, un truc comme ça. Oui, parce qu'il a une carrière vraiment touche à tout. Il a fait beaucoup de théâtre, il a joué Shakespeare. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il a une gueule incroyable. Il a une gueule incroyable, une présence incroyable. Et il fait partie, c'est vrai, de ces acteurs espagnols. Il y en a plusieurs hein, qui ont conservé ce truc-là. D'aujourd'hui, dans plein de cinémas, c'est un peu désuet, mais ces physiques de bonhommes qui, voilà, ils sont un peu hors du temps, quoi. Ouais, le plus connu, ce serait peut-être Luis Tosar, qui a tourné un peu aussi aux États-Unis. De la Torre aussi, forcément. Ce serait plus un François Cluzet, lui, espagnol, un peu plus passe-partout. Un peu, ouais. Mais c'est vrai ils ont des gueules qui sont vraiment très reconnaissables. Après, c'est une génération aussi particulière, mais rien que si on va en France, cette génération-là, je sais pas, il doit avoir entre 50 et 60 ans. C'est vrai qu'il y en a des gueules, des vraies gueules, il y en a plus beaucoup en fait. Mais quand tu le découvres comme ça au début dans ce rad et puis après dans ce bordel, il a son look, la grosse moustache, la barbe mal taillée, barbe de 3 jours, les cheveux frisés complètement hirsutes, le cuir, la gourmette. Enfin, on pourrait presque se dire que les personnages d'Olivier Marchal à côté, c'est des petits garçons.
Et c'est pour ça que je pense à Daniel Auteuil, quoi. Il y a un petit côté, tu vois, MR73, à peu près à la même époque, quoi, en termes de personnage. Et je trouve qu'il a un côté comme ça, même très à l'américaine dès le début, quoi. C'est-à-dire un côté à la Stacy Keach, avec une sorte de visage comme ça, taillé à la serpe. Tu sais, en fait, où tu mets les pieds d'entrée avec cette séquence. C'est vrai, tu sais, et en même temps tu sais pas. Parce que, enfin, je sais pas, il a, même au sein du cinéma espagnol, ce film, je trouve il a quelque chose de vraiment très particulier, on va en parler, mais dans son déroulé, il te fait quand même pas mal douter sur ce que tu vas voir. Il te plante un décor qui est assez simple, hein, et finalement il va complètement ailleurs, et c'est ça qui est très fort. Alors, autant le dire tout de suite, le titre en espagnol, c'est un verset de la Bible. La traduction française est assez littérale, mais elle fait plus, je trouve, tu vois, série noire ou roman de guerre des années 50-60, pas de répit pour les salauds, c'est une sorte de sentence comme ça. Et j'ai appris en faisant mes recherches que c'était apparemment aussi le titre de la biographie d'Errol Flynn. Ah tiens, c'est étonnant, j'avais pas vu. C'est marrant. Tout de suite, entre ça et le nom du personnage, quoi, Santos Trinidad, la Sainte Trinité, tout de suite, on est dans le côté biblique et on imagine la rédemption d'un personnage qui va découvrir quelque chose de plus grand que lui. Mais oui, c'est marrant cette dimension très religieuse. D'ailleurs, le titre, concrètement, ça vient du Tanakh, quoi. C'est l'Ancien Testament, et c'est quelque chose. Moi, ce que je trouve très marrant, en fait, c'est que, ok, il y a ça peut être un peu balourd comme ça, les références religieuses, mais je trouve que ce qu'en fait Urbissu, c'est que finalement, il s'en bat un peu de la symbolique, hein. Je trouve il y a un truc de rédemption, mais c'est tout. Il va pas nous emmerder avec des symboles dans tous les sens. Je trouve ça très rigolo. D'autant que c'est une rédemption sans le vouloir, il le saura même pas en fait. Exactement. Une rédemption involontaire, c'est magnifique. Faut le dire, voilà, c'est un personnage vraiment très égoïste. Voilà, bon, au-delà de la tuerie même, hein, je veux dire, il veut juste sauver sa peau. Il veut juste vivre 5 minutes de plus et c'est le côté dès le début, voilà, c'est le Maverick, quoi. C'est le côté western, d'autant que le premier plan du film avec cette machine à sous qui est typique en plus des bars espagnols que tu trouves partout. Ça donne direct le ton, c'est-à-dire t'as plusieurs dessins, t'as l'insigne du shérif, t'as le magot, t'as l'arme à feu, d'autant que lui rentre, enfin, il a les scientiaques dans le rad, c'est un saloon, et puis la mise en scène de Robissou tout de suite, qui joue énormément je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais qui joue beaucoup sur les plans américains par exemple, qui est vraiment le truc typique pour montrer le flingue en fait à la ceinture. Et les entrées de champ aussi du personnage, les entrées, les sorties qui sont ultra dynamiques, plus c'est du 2.35 le format, ça fait vraiment d'emblée un côté cinématographique, un côté western, un côté, voilà, la jungle urbaine, dès le premier plan, dès la première séquence. C'est ça. Et tout le film, tout le film va être comme ça. En fait, il a une façon de filmer qui est, moi je trouve, absolument pas démonstrative. Il va y avoir peut-être un plan sur la fin qui veut peut-être en mettre un peu plein la vue, même si c'est pas son but, c'est juste qu'il est très mémorable. Mais sinon, je trouve qu'il il est très dans une sorte une forme de classicisme. Et tu parles de plan américain, bon oui, évidemment, et on peut même aller plus loin. C'est que pour moi, c'est un film qui est très très ancré dans le cinéma américain, et au-delà du western, qui évidemment pour la dégaine du mec, certaines musiques également, même s'il y en a très peu. Moi, c'est un film qui me fait beaucoup penser à un cinéma américain underground, en fait. Oui, on peut penser, je sais pas, à Bad Lieutenant par exemple, Exactement. mais Urbissu, de toute façon, quand tu le vois en interview, j'ai fait pas mal de recherches parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein, n'empêche, hein, sur son cinéma en France. Mis à part ce que vous avez fait vous sur Furiosa, quoi, et tous tes partages sur les réseaux sociaux sur le cinéma espagnol. Ou évidemment Arnaud Bordas à l'époque, on en parlait entre nous, qui avait fait un papier qui nous a tous marqués autour de ce film. Il n'y a pas grand-chose, donc j'ai fait des recherches, mais quand tu vois le bonhomme, c'est un vrai cinéphile. C'est-à-dire que dans les interviews, il peut te parler autant de Fincher que de Fritz Lang. Il connaît très bien le cinéma français policier. Il cite ouvertement Melville, Verneuil, Lautner, plus étonnant, Georges Lautner. Il cite Tavernier. Il peut citer autant des metteurs en scène que Francisco Rosi, par exemple, ou bien Sergio Solima.
Donc on sent que c'est un mec qui aime ça, d'autant plus qu'il aime vraiment le polar, quoi. Il en parle tout le temps, il aime beaucoup la série noire, le film noir, les thrillers, peu importe de quelle obédience ils sont au final. Et il aime ça, c'est-à-dire qu'il dit que c'est un genre qui mérite de la précision, c'est un genre qui mérite d'être concis, qui mérite d'aller en fait à l'essentiel, qui dit beaucoup de choses en fait, mine de rien, et selon lui c'est presque un genre qui est social. Il y a souvent ça dans son cinéma. Là pour l'émission, je ne l'avais pas vu avant, j'ai vu Box 507, un film qu'il avait fait en 2002 si je dis pas de bêtises, là aussi avec José Coronado, hein, ils ont fait 3 films ensemble. Le troisième c'était La Vida Mancha juste après en 2003. Et c'est un film voilà, qui fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire c'est un cinéma qui fonctionne comme des entonnoirs inversés, c'est-à-dire il part d'un élément typique du genre et il ouvre finalement le champ des possibles, et bien souvent chez lui, c'est pour te montrer la corruption en fait qui est devenue tellement généralisée qu'elle est devenue structurelle, surtout en Espagne après tout ce qui s'est passé avec le franquisme, etc. C'est ça. Non, c'est exactement ça. Et en fait, je trouve que lui, il a une très bonne définition d'un bon polar, hein. C'est que finalement, un polar, il est là pour parler d'autres problèmes que l'histoire qu'il raconte finalement. Euh, et ce qui apparaît autant dans Box 507 là que dans Pas de pitié pour les salauds, c'est que c'est un réalisateur que je trouve extrêmement en colère, vraiment en colère, hein. Ça se ressent dans celui-là, peut-être peut-être plus encore que dans Box 507 qui était déjà bien vénère parce que bon, ça parlait quand même d'un couple qui avait perdu sa fille dans un incendie et quand tu apprenais les raisons de pourquoi l'incendie et tout, c'était horrible. Clairement, c'était le récit d'un mec qui est pas trop content avec ce qui se passe avec le pouvoir en place. Et là, sur ce film-là, c'est peut-être encore pire parce que son enquête, finalement, elle va prendre une dimension sociale, comme tu disais, mais ça va peut-être même encore plus loin que ça parce que ce qu'il va te faire, globalement, hein, c'est que à travers la drôle d'enquête de ce mec qui veut juste sauver son cul, il va te parler du trafic de drogue entre l'Espagne et l'Amérique du Sud. Et de là, il va partir sur le terrorisme islamique, quoi. Ce qui sont des sujets... à l'époque où c'est sorti, on savait pas trop en fait que tout ça était lié, que le crime organisé était lié au terrorisme. Et pour moi, c'est un des premiers films qu'il a montré de cette façon, de façon très, très brute. Et voilà, à chaque plan, même si lui, il filme ça, t'as pas l'impression qu'il est vénère quand il filme, hein, c'est très posé. Mais il y a une espèce de rage qui sort de ces images, je trouve ça très très fort. Ouais, c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est très juste ce que tu dis. Le seul équivalent à l'époque que je pourrais comme ça imaginer, c'est Miami Vice de Michael Mann, c'est-à-dire une sorte de globalisation du crime, tout l'occultisme en fait qu'il y a derrière le capitalisme, tout ce que ça représente aussi d'illégal. Et pour venir à Box 507, c'est presque 2 films qui fonctionnent, je trouve, avec No Habla para los Malvados, comme les 2 facettes d'une même pièce, c'est-à-dire le premier, c'est effectivement la vengeance d'un homme, un kidam, un mec normal qui a perdu sa fille dans un feu de forêt et qui va comme ça, à travers le hasard, c'est souvent le cas aussi dans son cinéma, quoi, et c'est le cas aussi pour Pas de répit pour les salauds, le hasard ou le destin, c'est selon, hein, va dans les 2 cas mener une enquête, voilà, lui pour se venger dans Box 507, mais lui c'est une victime collatérale, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est un kidam, tu vois, c'est pas un flic, c'est pas un gangster, c'est une victime à la base, mais qui va comme ça, en plus sans salir les mains, quoi, c'est-à-dire il n'y a pas de violence exacerbée, il est très malin en fait, il a un plan on va dire, c'est via des bandes en fait organisées qui vont s'entretuer les unes les autres qui va pouvoir exercer son dessin, tu vois. Là où justement, inversement, dans le Pas de pitié pour les salauds, le personnage de Santos, lui par contre, est extrêmement violent, extrêmement brut, tout ce que tu veux. C'est un bourreau finalement, mais qui va faire entre guillemets le bien sans le savoir et qui va littéralement sauver des vies à la fin du film. Et pour le coup, je trouve que les 2 films se répondent extrêmement bien, quoi. Ils jouent vraiment d'un effet miroir, on pourrait dire.
D'autant plus qu'il y en a un qui est vraiment plus, on va dire, solaire, qui se passe sur le toit, sur la Costa del Sol, constamment. Un peu comme d'ailleurs Plein Soleil de René Clément avec Alain Delon, quoi. C'est vraiment les polars méditerranéens, tu vois, presque de vacances, d'été, tout ce que tu veux, mais qui cachent un truc très très sombre derrière. Là où Noir Rapace, c'est vraiment un film noir, quoi, même dans sa photographie, constamment dans la pénombre. Tu connais rien en plus quasiment de ce bonhomme en fait. On imagine que ça a été un grand flic. On sait qu'il a travaillé dans des brigades un peu spéciales, d'opérations spéciales. On sait qu'il a basculé à un moment, voilà, on pense qu'il a peut-être perdu sa femme, etc., sa famille, mais on n'en sait pas plus. Et ça teinte le film comme ça d'un côté, moi qui me plaît beaucoup, aussi très spectral, c'est-à-dire ce mec-là c'est un fantôme, il est déjà mort, en fait, il est en sursis, et il va juste gagner un tout petit peu plus de temps, mais l'issue de toute façon est inéluctable. T'as tout à fait raison, et en fait, ça fait partie aussi de la singularité j'allais dire du cinéma d'Orbissou, mais particulièrement de ce film-là, c'est que il fait une confiance totale en le spectateur. C'est-à-dire que c'est en effet son histoire de ce mec-là, on sait pas. On sait pas, mais en fait, on sait pas grand-chose finalement. Le film, il est un peu, c'est vrai ce personnage, il est en train de errer comme ça pendant, je crois qu'il dure à peu près 2 heures. Mais avec, en fait, il y a un truc que je trouve très intelligent, c'est de disséminer comme ça des petits détails sur sa vie, mais de façon très, voilà, très discrète en fait. Il va jamais appuyer dessus. Ça peut être des fois un tout petit dialogue, parce qu'il y a quand même assez peu de dialogue, hein, parce que forcément, vu que c'est une sorte de héros de western, il est très taciturne, donc il faut... C'est un taiseux, ouais. Voilà, il faut prêter l'oreille, parce que quand il parle, c'est pas pour rien. Bon, il dit souvent aux gens d'aller se faire enculer, mais bon, voilà. C'est une des plus belles expressions en Espagne. Que te voy a dar por el culo. Voilà, j'adore. Je trouve ça très imagé, c'est très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il est cette façon comme ça de disséminer des petits détails de rien du tout pour te faire un portrait où finalement, le mec, même si on t'a pas dit ce qu'il a fait très exactement dans sa vie, entre ces petits détails et d'autres personnages, tu comprends qui il est, ce qu'il a fait, pourquoi il est là en fait. Et quand je dis autres personnages, je pense notamment à un flic, l'autre flic, Leiva, qui en fait, c'est lui qui est chargé de la véritable enquête du coup. Et lui en fait, tu te dis, c'est exactement ce que serait le personnage de Santos s'il avait pas mal tourné à un moment, s'il avait pas vrillé. Et je trouve ça super intéressant d'avoir opposé ces deux personnages qui sont proches, et tu sais qu'ils ont eu en plus une histoire commune, quoi. Oui, d'autant plus que t'as deux enquêtes qui se télescopent dans le film. T'as l'enquête de Santos pour essayer de trouver tous les indices, surtout le témoin principal qu'il a laissé échapper pour se discriminer. Et t'as aussi l'enquête de la juge Chacon, avec effectivement ce personnage. Et t'as le personnage de la juge, ça pourrait presque aussi être ce que lui, il a été avant, c'est-à-dire une sorte de droiture de la justice. D'autant plus que tu as aussi le jeune inspecteur, avec qui il travaille désormais au service des disparitions. C'est peut-être aussi ce qu'il a été au tout début, c'est-à-dire le flic vraiment intègre, qui croit encore justement, qui a des idéaux, qui fait bien son travail, etc. Et tout ça fonctionne en miroir en fait. Et ce qui est génial, c'est que la mise en scène en fait de Orbissou traduit tout ça avec beaucoup justement de jeux de miroir. En permanence, tu as toujours le reflet de Santos dans des vitres, dans des miroirs, dans les boîtes, etc., etc. Il y a toujours ce sentiment de dédoublement, les deux facettes de ce qu'il est en fait, de ce qu'il a été plutôt, et de ce qu'il est devenu aujourd'hui, quoi. L'ancien grand flic qu'il a été, et le poivreau, on pourrait dire, qui égoïste, qui se sert de la loi que pour lui, quoi. Et ce qui est génial, c'est que à travers ces deux enquêtes, ces deux personnages, on pourrait dire, moi j'aime beaucoup la confrontation, on va dire, finale entre les deux, où ils se voient enfin face à face. Moi ça m'a rappelé un peu, sans faire de spoiler pour les auditeurs qui connaissent pas, mais à la grande scène d'interrogatoire de Claudette et de Vic Mackey, tu sais, dans la série The Shield, où t'as deux conceptions comme ça de la police, deux conceptions de la justice qui s'affrontent face à face, quoi. C'est pas aussi puissant, on pourrait dire, en termes de ressenti, parce que voilà, c'est une série, The Shield, qui a couru comme ça pendant des années et des années, mais il y a ce petit côté, comme ça on en apprend plus sur le personnage, ils avancent enfin moins masqués, quoi, et il y a comme deux cinémas, en fait, qui s'affrontent à travers eux. T'as presque un côté, j'ai envie de dire, à la Lumette, avec elle, qui est vraiment
la justice droite, implacable pour tous avec ses juges, et de l'autre côté, un côté Elroy, un peu dégueulasse, qui te montre les arcanes d'un système qui est pourri jusqu'à l'os. C'est très vrai, c'est très vrai, mais c'est vrai qu'il y a énormément de dualité dans ce film. Juste pour rebondir sur ce que tu disais sur les miroirs, pour moi, il y a un des plans les plus fous du film, il est je crois, dans les 5 premières minutes, quand il est dans le club. En fait, il est tranquille, il est pas tranquille parce que bon, tu vois qu'il est quand même un peu nerveux comme type, hein. Mais bon, il est juste là pour se bourrer la gueule et pour montrer c'est un flic, il a l'autorité, etc. Et t'as un plan sur le miroir où son visage, il est vraiment scindé en deux et décalé. Et juste après ce plan-là, t'as le mec qui vient lui toucher l'épaule et c'est parti dans un carnage pas possible, quoi. Et je trouve que cette scène, elle est hallucinante. Et ce plan, il résume très bien ce que tu dis sur les effets de miroir qu'il y a dans ce film. D'ailleurs, concrètement, tout son parcours, il est entre deux plans miroirs. Hein, puisqu'après son carnage, tu as un premier plan où on le voit chez lui. D'ailleurs, le plan s'ouvre sur ce flingue qui tient comme ça par l'index et qui pendouille. Et puis le film, il va se terminer à peu près sur le même plan, sauf qu'il est à l'extérieur. Et je trouve ça très très beau. Ouais, il appelle ça le plan pistolet à la Lee Marvin. Le pistolet mort, comme ça, effectivement, qui forme une boucle, en fait. En fait, ce plan arrive juste après la première tuerie et qui revient effectivement à la fin du film après une autre tuerie. Et c'est vrai que le film est extrêmement symétrique, quoi. Ça forme exactement une boucle, sauf que tu as tout le cheminement qu'a parcouru le personnage pour arriver d'une tuerie à une autre, quoi. Et ça qui est absolument génial. C'est pas un moralisateur en fait, Herboussou, c'est vraiment un moraliste. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour condamner, pour penser quoi que ce soit sur son personnage. Il est là pour raconter une histoire en fait. Pour raconter un parcours, un chemin de vie, un chemin de croix presque j'ai envie de dire vu le titre. Mais voilà, c'est ça qui est vraiment passionnant dans son cinéma, quoi. C'est du cinéma et on évoquait voilà, les plans des miroirs, le plan où il est fractionné, on pourrait dire, au niveau du visage vis-à-vis des reflets. Enfin, on sent que le mec, il connaît parfaitement le cinéma muet aussi, quoi. Il joue énormément sur le son. Par exemple, il y a ce passage où il est chez lui, après la tuerie aussi. On ne sait pas où il habite, c'est-à-dire on voit juste enfin, son intérieur, avec les persiennes comme ça baissées, très sombres, comme une grotte, quoi. Et c'est juste par le son aussi, le travail sur le son, que tu comprends en fait que le gars il habite en périphérie, que du coup il a pas de thune, t'entends juste comme ça un train de marchandises qui passe au loin, c'est jamais surligné en fait. C'est vraiment un dialogue constant avec le public, il balance comme ça aussi des informations à droite à gauche, presque comme un sémiologue, c'est-à-dire il faut passer soit par l'enquête de la juge et de l'Eva, l'autre flic, soit par l'enquête qui revient à plusieurs reprises, deux, trois fois sur certains éléments, qui te donnent des informations différentes pour bien saisir en fait ce qui est en train de se passer et jusqu'où va aller l'intrigue en fait. D'ailleurs, enfin, sur ce point, moi je trouve que c'est peut-être la seule limite du film, c'est que je trouve que vraiment sur son intrigue, je trouve que des fois c'est pas clair. Des fois c'est. Pourtant je l'ai vu, je le vois à peu près une fois par an ce film depuis qu'il est sorti en DVD. Et à chaque fois je me fais la même réflexion, c'est que il y a des parties de la progression de son enquête à lui, où il y a des sortes de petites facilités ou des trucs qui sont pas forcément très clairs et hyper limpides. C'est juste vraiment un léger bémol qui empêche pas le film d'être un chef-d'œuvre, hein, mais c'est juste chaque fois ça me perturbe un peu. C'est marrant parce que j'ai le même ressenti. Tu vois, j'ai revu le film du coup pour l'émission, j'ai mis pause à certains moments, j'ai fait des retours en arrière pour bien comprendre, enfin des éléments, par exemple, il y a un billet d'avion qui a une importance ou bien une photo sur un club de foot, enfin, des éléments comme ça, des inserts assez rapides où il faut revenir un petit peu dessus pour bien saisir l'intrigue et il faut quand même saluer aussi le travail qu'il a fait avec son co-scénariste, Michel Gastambide. Ils ont fait 8 versions du script. Ils ont travaillé dessus apparemment pendant 2 ans et ils ont eu beaucoup de mal visiblement à saisir réellement l'argument du film. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu beaucoup de sessions de réécriture justement de cette fameuse séquence initiale qui est très choquante, qui a un vrai parti pris, c'est-à-dire est-ce que tu vas suivre ou pas après en tant que spectateur, t'identifier à ce mec qui est abject en fait, qui est un vrai salopard, et à chaque fois en fait qui réécrivait par exemple un élément, on va dire à la page 80 du scénario, il était obligé de revenir sur cette séquence ou bien de revenir à un élément vraiment du début pour créer une sorte
Oui, une sorte de puzzle que tous les éléments, en fait, que toutes les pièces du puzzle s'assemblent vraiment très très bien. Et on sent que voilà, il y a un vrai travail scénaristique très construit là-dessus, d'autant que c'est vraiment son co-scénariste attitré, hein, et j'ai appris dans mes recherches qu'ils s'étaient rencontrés à un cours de scénario où il y avait aussi à l'époque en invité Stéphane de Souza. Et ils ont beaucoup évoqué ensemble Die Hard, tous les trois. Ça m'étonne pas du tout. Mais c'est vrai avec son scénariste, ça m'étonne pas le travail qu'ils ont fait parce que c'est un vrai travail d'orfèvre. Et c'est vrai, et ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt, où il y a une confiance totale dans le spectateur en fait. Et toi, si t'es pas attentif, tu sais, c'est pas ces films de la génération Netflix où tu peux aller te boire un café, tu rates 10 minutes, t'en as rien à foutre, tu comprendras quand même le film. Là, si t'es pas attentif en permanence et que tu te donnes pas à 100% à ce film, tu vas passer à côté de trucs, tu vas pas comprendre c'est qui ce mec qui sort de là, pourquoi il va chez lui et tout. Et je trouve en fait, c'est super parce que le cinéma c'est ça, hein, ça réclame de l'attention. Mais c'est vrai qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir ça. Déjà à l'époque où il est sorti, on l'avait plus, mais aujourd'hui encore moins. Il te laisse le choix aussi au niveau moral, c'est-à-dire tu peux prendre comme personnage principal Santos, tu peux prendre Coronado, ou bien tu peux prendre la juge Chacon comme porte d'entrée, hein. D'ailleurs, elle est vraiment l'opposé total, puisque elle, tu as une séquence qui dit beaucoup de choses sans rien dire aussi, où elle est au téléphone avec son enfant, par exemple. Elle a une vie privée et elle est vraiment... voilà, on sait pourquoi elle mène l'enquête, on sait pourquoi elle est là-dedans, dans la justice, et ça marcherait très bien, ça. Et on sent, au-delà de la force du scénario, que c'est un vrai cinéaste technique, dans le bon sens du terme, hein. Voilà, c'est pas un reproche, hein, c'est pas un faiseur, quoi. C'est un vrai auteur, mais il s'y connaît vraiment. Il travaille par storyboard pour vraiment indiquer à toutes les équipes, à tous les départements impliqués dans le projet où il va en venir. Voilà, pour bien comprendre justement les enjeux du personnage, comprendre les enjeux du scénario. C'est un très grand, en fait, c'est un très grand réalisateur qui a en effet tout compris au langage du cinéma. Tout à l'heure, tu parlais de Lumet, c'est vrai, il fait beaucoup penser à Lumet. Son film, d'ailleurs, il y a pas mal de gens, des critiques espagnols à l'époque, qui l'ont comparé à The Offense de Lumet. Alors bon, je suis pas d'accord sur la totalité, mais je comprends l'idée. Euh, et pour moi, il ressemble aussi énormément ce film-là, et ça m'a peut-être encore plus frappé cette fois quand je l'ai revu là, au cinéma de Paul Schrader et notamment Hardcore. Je trouve que il y a ce côté vraiment plongé dans la fange de la société. Tu vois, tout est dégueulasse, tout est crade. On est vraiment dans l'underground de l'Espagne, une Espagne qu'on voit finalement très peu, même dans les bons polars, hein, des autres que tu as cités au début. Cette Espagne-là, on la voit pas. Et c'est rigolo parce que le personnage de la juge, qui pour moi est en décalage complet avec tout ce qu'on voit à l'écran, hein, elle représente une sorte de pureté. Et d'ailleurs, elle va être face à non seulement l'horreur, mais en plus ce milieu underground. À plusieurs fois, on l'entend dire quand elle est dans le bar à pute, c'est quoi cette odeur? T'as Leva qui lui dit, ouais, c'est l'odeur Ah, de c'est ces vrai, ouais. endroits-là, quoi. Tu vois que c'est une espèce de blanche colombe qui connaît pas du tout ce monde horrible. Et ça va même plus loin parce que, et là où le film est très intelligent, c'est qu'au-delà de cette enquête, machin, il montre la corruption des services, mais plus que ça, il montre en fait qu'il y a une grosse faille de sécurité au niveau de l'État où tu as certains services de police qui sont là pour négocier avec des trafiquants, avec les terroristes, et c'est ce qui mène finalement à l'horreur et à des actes terroristes. Et elle se retrouve, elle, face à ça, et tu vois ses idéaux s'écrouler complètement quand elle est face au responsable de je sais plus quel service, je crois que c'est le service antiterroriste, qui veut pas partager ses informations et tout. Mais oui, en fait, le film aussi, c'est un film qui essaie comme ça d'exorciser, entre guillemets, aussi les attentats qu'a connu Madrid à l'époque. Dans le métro, on s'en rappelle, c'était quoi, en 2004, si je dis pas de bêtises. 2004, ouais. Le 11 septembre, l'attentat de Londres, enfin, ce sentiment très paranoïaque aussi qu'il y avait à l'époque. Et c'est d'autant plus fort qu'effectivement, il surligne jamais le propos. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la mondialisation du crime. Il y a un truc qui est assez frappant, mais comme ça, sans trop y toucher. T'as constamment la télévision qui est allumée dans un coin, en fait, quand ils sont dans des raids, Ou etc. la radio. Et à chaque fois, ils te parlent.
Ouais, la radio et compagnie, il te parle de quoi en fait? Du G20. Il y a un sommet du G20 qui va avoir lieu à Madrid, etc. Donc il te dit clairement en fait que tout est lié, quoi. C'est-à-dire entre le haut en fait du haut du pouvoir et le plus bas en fait des bas-fonds des criminels en fait qui agissent dans l'ombre. Au final, c'est tous des rouages d'un système beaucoup plus grand et qui les dépasse tous, quoi. C'est ça, c'est ça. En cela, en fait, le film, moi, je le trouve très pesant, tu vois, parce qu'au-delà de... Après, son traitement, il est comme ça aussi, tu sais, c'est assez... finalement, il y a très peu de violence et tout, mais quand il y en a, tu sais, c'est très sourd, ça fait très mal, et, finalement, c'est un film d'ambiance, et cette ambiance, c'est un truc vraiment horrible, quoi. Tu te dis... tu ressens un peu... toute l'horreur du monde en fait dans le parcours de ce mec et je trouve très fort et c'est marrant parce que le film il a plus d'une dizaine d'années et finalement il retranscrit quand même très bien notre société aujourd'hui où comme ça on est abreuvé d'horreur dans tous les sens. C'est ça, et à force, on est même insensible vis-à-vis de toute cette douleur, vis-à-vis de toute cette peine, vis-à-vis de toute cette pauvreté, et on avance en fait, un peu comme ce personnage, jusqu'où? Jusqu'à la mort. Mais en tout cas, le film, à l'époque, a eu un succès, quand même un beau succès public, et surtout un beau succès critique, dans la mesure où il a eu 6 Goya en 2012, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur et meilleur scénario original. Et c'était pas face à n'importe qui, parce que la même année, t'as quand même Almodovar qui est sorti sans doute un de ses meilleurs films avec La piel qui habito, qui C'est clair. était nommé 16 fois, je crois. Et t'avais aussi Blackthorn de Matteo Gil, qui est un des derniers très grands westerns. Ça montre aussi que le cinéma espagnol, quand même, c'est un vivier de talent. C'est plus des noms ponctuels, mais quand ils nous arrivent, waouh, quand même, c'est à chaque fois du lourd, hein. Et je trouve que ce film, il est vraiment révélateur. Voilà, c'est ce qu'on disait au début. Voilà, révélateur de tout un courant qui nous arrivait comme ça et qu'on s'est pris en pleine poire, quoi. Enfin, moi, les polars espagnols, ça m'a vraiment redonné un goût pour le genre que j'avais un peu perdu. C'est un genre de toute façon qui sera toujours là, en fait, qui sera toujours présent parce qu'il y aura toujours de la criminalité, il y aura toujours l'envie ou non de justice, il y aura toujours le pouvoir, les forces politiques, etc., les forces de l'argent sale, tout ce que tu veux, quoi. Donc voilà. Mais l'Espagne a eu un vrai ton dans ces années 2000 et je pense que les critiques à l'époque n'y sont pas trompés, du moins en Espagne. Et j'ai appris pendant les recherches de cette émission que Sylvester Stallone voulait enfin un remake à un moment donné. Je sais pas trop où ça en est, mais ça pourrait coller avec lui, hein. Ça pourrait. Oui, oui, ça pourrait. De toute façon, c'est une intrigue qui pourrait très bien être décalée aux États-Unis sans aucun problème. Je voulais rebondir juste sur un point sur les attentats et l'ombre des attentats de 2004 à Madrid, qui en fait, ça crée une espèce de chape de plomb sur tout le film, hein, vu qu'ils sont mentionnés plus ou moins en permanence et d'une façon très forte sur la fin. Je trouve que cette évocation des attentats, elle donne lieu pareil à une des scènes, c'est la scène de fin, et c'est peut-être une des plus belles scènes du film, où il n'y a plus aucun dialogue, il n'y a plus aucun personnage, et en fait, tu as toute la vie qui revient comme ça, une série de plans où la vie se refait autour de bombes qui sont cachées dans des extincteurs, et dans tous les lieux, sauf un, où il y a un manège avec des enfants, et je trouve ça très dur. Oui, oui, c'est la menace est passée, mais l'épée de Damoclès est toujours au-dessus de nos têtes. Autre tradition dans bien connu des services de police, pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre. Une recommandation, on pourrait dire très rapide, d'un film dans le même giron. Alors Nicolas, du coup, c'est toi qui commences. Tu nous conseilles quoi comme film, un peu dans le même style? Moi, je voulais rester dans un polar latin, avec des flics plutôt détestables, mais auxquels on finit par être attaché quand même. Et c'est ACAP de Stefano Solima, son premier film. Je dirais que c'est un peu l'anti-Bac Nord, c'est-à-dire que sur un principe qui est à peu près le même, à savoir suivre une équipe de flics, là en l'occurrence c'est l'équivalent des CRS italiens, pardon. Il va faire une peinture comme ça de la police, de comment ces êtres qui sont cachés derrière des uniformes sont autant des monstres que des humains. Je trouve que c'est un film qui réussit à toucher quelque chose de très fin sur la nature humaine, sans être dans la glorification de la police ou sans être
sans leur taper dessus un peu bêtement. Voilà, je trouve dommage que le film, quand il est sorti, on a eu la chance qu'il sorte en France, il a été taxé un peu trop vite de film complaisant avec la police, voire même fascisant, alors que je trouve que justement c'est un film qui réussit à être extrêmement nuancé sur le bien, le mal, et comment l'organisation, en fait, comment l'État peut briser des vies. Voilà, c'est un film que je recommande très chaudement. Et puis il y a un côté qui est extrêmement italien dans la mesure où c'est presque un péplum, quoi, un film de gladiateur, mais moderne avec leur accoutrement, leur uniforme de CRS, entre le casque, le bouclier, la matraque. Enfin, ça joue sur un décor bien connu et complètement réactualisé avec brio, moi je trouve. C'est vrai que c'était une voix, Solima, comme ça. Premier film, on se l'est pris pareil en pleine tronche. On s'est dit, ah ouais, il y a quand même un auteur aussi dans la place, quoi. Moi, de mon côté, je vous conseille avec un peu plus de légèreté, quoique, de voir ou revoir le génial Torrente, El Brazo Tonto de la Ley, de Santiago Segura, donc l'acteur fétiche de Alex de la Iglesia, ici réalisateur. Il date de 98, le film. Au fond, c'est un peu la version comique de No Hablas para los Malvidos, avec ce flic, voilà, madrilène, complètement dégueulasse, alcoolique, obèse, raciste, homophobe, misogyne, obsédé sexuel, qui tabasse son père handicapé, franquiste. Bref, voilà, tout y passe, qui se décide comme ça de rétablir l'ordre et de faire respecter sa loi dans les bas-fonds de la capitale espagnole. C'est une sorte de affreux salé méchant à la sauce vigilante qui fleure bon la tortilla et qui fut à l'époque un immense succès en Espagne, le plus gros succès du cinéma espagnol à l'époque, au point de créer une véritable franchise autour du personnage de José Luis Torrente, avec 4 suites quand même. Il y a eu 5 films Torrente au total, et même De la Iglesias lui-même n'a pas tenu devant ce film, et il s'est embrouillé pendant des années quand même avec Santiago Segura, jugeant qu'il est allé quand même un petit peu trop loin, quoi, avec ce personnage un petit peu borderline. C'est un chef-d'œuvre. Toute la série, c'est des chefs-d'œuvre. Il faut à tout prix voir les Torrente, c'est génial. Voilà, revoyez-les, mais le premier, c'est quand même si vous connaissez pas un peu cet univers, à côté Groland, c'est pour les enfants, quoi. Voilà, c'est vraiment un peu l'idée dominante un petit peu du cinéma de Santiago Segura. Alors, l'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille grandement, du coup, de placer de toute urgence, pas de répit pour les salauds, en garde à vue. Et otra vez, muchas gracias, chaval, para este podcast. Gracias a ti, hombre. Donc, je le répète, si vous voulez trouver les analyses les plus fines, les plus pertinentes, c'est furiosa.com qu'il faut voir, il faut aller sur ce site. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, à la partager si cela vous a plu et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore Nicolas et à très vite du coup dans Bien connu des services de police. Mi pueblo hacia la capital de Bolívar, llevando el folclor más bello para mi linda India Catalina. Yo miro desde muy lejos el mar azul que baña su playa, y San Felipe tu cerro, yo miro la popa y tus murallas. Y San Felipe tu cerro, yo miro la popa y tus murallas. Y San Felipe tu cerro, yo miro la popa y tus murallas. Te canto a ti Cartagena, reliquia de conquistadores, donde tu raza morena te han brindado sus amores, y en tu playa las palmeras se ven bañadas de soles, y en tu playa las palmeras se ven bañadas de soles. Las olas que van y vienen llenan tu arena de espuma, son igual que las mujeres que cadenciosa bailan la cumbia, son igual que las mujeres que cadenciosa bailan la cumbia. Pregunta a mis abuelos el origen de la cumbia, de su historia me dijeron que es Natanael nuestra alcunia.
que llevamos en la sangre estirpes de indio paroto, que danzaban este baile antes de nacer nosotros. Que danzaban este baile antes de nacer nosotros. Que danzaban este baile antes de nacer nosotros. Entonces comprendí yo que el nacimiento en su cuna, donde primero se oyó tambor en ritmo de cumbia, fue en mi terruño he grabado para no olvidarlo nunca. Fue en mi terruño he grabado para no olvidarlo nunca. Las olas que van y vienen llenan tu arena de espuma. Son igual que las mujeres que cadenciosas bailan la cumbia. Son igual que las mujeres que cadenciosas bailan la cumbia. ¡Claro! ¡Juega, juega tambor, juega tambor! ¡Toma! ¡Epa, epa, epa!